Maintenant, je vous propose un point théorique sur les attitudes que l'on peut rencontrer en entretien et je vous propose de vous arrêter sur celles qu'il convient d'avoir pour réussir un entretien semi-directif. Les attitudes qui ont été décryptées par Porter en 1950 en psychosociologie sont de 5 types. Le premier type est le type de l'évaluation. Évaluation qui peut être positive ou négative. On va le dire autrement, on va dire avoir une attitude sympathique ou une attitude antipathique. Autant vous comprenez aisément que l'attitude antipathique n'est pas souhaitable, autant il est plus difficile de comprendre pourquoi une attitude sympathique n'est pas souhaitable. Je vais vous dire pourquoi l'attitude sympathique induit des biais dans l'entretien que vous menez avec votre interlocuteur. Chaque fois que vous allez opiner de la tête, avoir un sourire qui va marquer l'approbation, un mot qui va donner raison à votre interlocuteur, vous allez conditionner votre interlocuteur. Vous allez l'orienter. Donc de fait, un biais va s'introduire. Et inconsciemment, il va vous répondre d'une certaine manière pour vous faire plaisir. Car dans une relation d'entretien, comme je vous le disais à un autre moment, on est dans une histoire qu'on partage, une histoire qu'on essaye de réussir. Vous essayez de réussir cette histoire. Mais votre interlocuteur qui a décidé de vous accueillir à un moment donné, essaye de réussir aussi cette histoire, de vous faire plaisir. Et donc, j'insiste, certes lourdement, mais il ne s'agit pas d'être sympathique. On verra dans un petit moment ce qu'il s'agit d'être. Donc, pour l'instant, on retient, on n'est ni antipathique, ni sympathique. Donc, on n'est pas dans cette première attitude nommée par Porter, une attitude d'évaluation. Deuxième attitude que Porter a décrite, c'est l'attitude d'interprétation. Vous avez vu dans l'exercice précédent que dans les réponses proposées, par rapport à l'interlocuteur, l'enquêteur faisait des commentaires, faisait un discours sur ce qui venait d'être dit. Vous n'avez pas à commenter ce qui vous est dit. Vous n'avez pas à apporter votre science, votre savoir, votre vie personnelle à ce moment-là, en tout cas. Donc, vous n'êtes pas dans une interprétation, dans une explication du discours. Elle serait néfaste à la bonne relation qu'on cherche à établir dans nos entretiens semi-directifs. Alors, la troisième attitude, qui est très fréquente dans nos milieux d'aménageurs au sens large, d'ingénieurs agronomes, d'écologues, de forestiers, qui non seulement savent des choses, mais savent faire des choses, c'est l'attitude de conseil. L'attitude de conseil ou d'aide, c'est une attitude qui consiste à proposer une solution. Et pourquoi on est tenté de faire ça ? On est tenté de faire ça parce qu'on a envie d'apporter de l'aide à la personne. Mais sachez que ce n'est pas forcément là que vous l'aidez le mieux. Je reviendrai tout à l'heure, notamment en conclusion. Le meilleur apport que vous ayez à faire à ce moment-là dans un entretien semi-directif, c'est d'écouter correctement votre interlocuteur. Cet interlocuteur a accepté d'être écouté. Votre travail à ce moment-là, c'est de l'écouter. Et il faut que vous fassiez confiance. Souvent, le fait de conseiller, c'est parce qu'on ne se fait pas assez confiance. C'est parce qu'on se sent obligé d'apporter quelque chose à ce moment-là. Et l'apport, il n'est pas là, je vais vous le montrer. L'apport, il est dans l'écoute. La quatrième attitude décrite par Porter,
c'est l'attitude d'inquisition. En fait, en anglais, il dit enquête, mais c'est au sens de enquête policière. Je vais employer le mot inquisition parce qu'il est plus significatif. Il montre bien ce côté où on cherche à savoir, on pose beaucoup de questions, on pose des questions pour avoir des informations, on cherche, on pose des questions, et ci et ça, et on va plus loin. Et on va trop loin. On va trop loin par rapport à l'intimité de la personne, d'une part, et on va trop loin par rapport à sa recherche. C'est une espèce de curiosité qui n'est plus la curiosité professionnelle du chercheur, qui est une curiosité non réfléchie. Ah mais oui, ça c'est intéressant, on pourrait poser cette question et tout. Non, c'est de l'inquisition. Et on peut se rendre compte que c'est de l'inquisition dans le sens où ça n'a plus de rapport avec les variables qu'on a posées au départ. Donc souvenez-vous de l'importance de bien poser les variables. Et à tout moment de l'évolution du travail, du cycle de l'enquête, de se poser la question si on est bien en relation avec les variables. Si oui, on continue. Sinon, ça veut dire que le déroulé du travail est à modifier. Éventuellement, on a à revisiter les variables. Alors, la dernière attitude, et c'est celle qu'il faut adopter dans nos entretiens, c'est une attitude de compréhension. C'est une attitude où, techniquement, on est à l'écoute et où on laisse parler la personne au maximum et au plus, on reformule pour comprendre sans juger. On reformule ce que vient de dire la personne de façon synthétique pour que la personne continue à parler ou éventuellement pour être sûr qu'on a bien compris. C'est l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Cependant, inconditionnel, j'y mets des guillemets. Donc, dans un premier temps, inconditionnel, dans le sens où on n'émet pas de jugement, on laisse parler les gens, on laisse un silence, on va revenir un petit peu après sur les silences, et on a des propos corrects. Je reviens sur les guillemets de inconditionnel. J'accepte l'autre. Je l'accepte, mais j'ai réfléchi avant à ce que je suis capable moi-même d'accepter. Je vais travailler dans un milieu qui a des valeurs qui sont différentes des miennes. Est-ce que ces valeurs sont compatibles avec ma propre existence ici et maintenant, le temps que je suis dans cette région, dans ce pays? Si oui, quand je vais voir cette personne, je l'accepte en tant que telle. Bien sûr, jusqu'à un certain point. Si se produit quelque chose de malheureux pendant l'entretien, je peux me retirer de cet entretien. Si une personne m'insulte, je ne vais pas accepter d'être insultée par cette personne. Deuxième point, c'est la neutralité bienveillante. C'est-à-dire, bienveillant, on a un intérêt vis-à-vis de l'autre. Si un matin, vous êtes malade, mal luné, patraque, que vous n'avez pas envie d'aller en entretien, il ne faut pas y aller. Ça ne marchera pas. Il faut que vous vous sentiez bien pour bien sentir l'autre personne, pour avoir un intérêt pour l'autre. Si c'est un jour où vous avez besoin de solitude, ne partez pas en entretien. Reposez-vous, faites de la mise au propre de vos enquêtes, ne faites pas d'entretien. Il y a des moments où il faut accepter de se dire « aujourd'hui, ce n'est pas le jour ». Troisième point, on l'a évoqué à différentes reprises, c'est l'authenticité.
L'authenticité, elle se manifeste dans différentes formes, dans différents fonds. On a parlé des vêtements. Je vous ai dit, porter quelque chose qui soit convenable pour l'autre, mais pour vous. Respect de l'autre, respect de soi. Finalement, il y a une réciprocité qui installe cette confiance que je vous répète à plusieurs moments du cours de mes interventions en effet. Donc, authenticité, avoir un intérêt pour l'autre, un intérêt qui n'est pas forcé. Hein. Je vous ai dit à un autre moment, ne soyez pas obséquieux. Et aussi une authenticité dans le moment qui vient plutôt en fin d'entretien, où l'autre personne va s'intéresser à vous en tant que personne. Normalement, si vous menez bien votre entretien, il y a une fin d'entretien, et après cette fin d'entretien, vous laissez l'autre personne retourner son intérêt vers vous. C'est très humain, et il faut laisser faire, et ne pas se dire « bon, moi j'ai fini mon travail, maintenant… voilà. » C'est encore du respect. C'est là qu'on apporte les choses. Ce n'est pas par un conseil, c'est par le respect. Et voici un élément de respect. Et vraisemblablement, la personne sera plus intéressée par ce que vous êtes vous-même, peut-être le nombre de frères et sœurs que vous avez si vous êtes jeune, où sont vos parents, le nombre d'enfants que vous avez, plus que le sigle de l'entreprise à laquelle vous appartenez ou de l'université. Donc, vous avez fait jouer un jeu à votre interlocuteur, acceptez de jouer le même jeu pour lui. Et toujours, vous l'avez respecté dans son intimité, faites respecter votre intimité. Mais vous lui avez demandé son âge, par exemple, acceptez qu'il vous demande votre âge. Donc, acceptez de répondre à ce que vous avez questionné. Donc, soyez prêts à ça, à avoir un retournement des questions. Et une des bonnes façons de savoir si vos questions sont bonnes, correctes, c'est de vous les poser à vous-même. Et si moi-même je me posais cette question, pourrais-je y répondre? Voudrais-je y répondre? Et c'est là qu'on rentre dans un point qui est fondamental, qui est l'empathie. L'empathie, c'est comprendre l'autre de l'intérieur, se mettre à sa place. Donc, les questions qu'on prépare pour l'autre, eh bien, se les poser à soi-même, quitte à se les transposer par rapport à son contexte, parce qu'on n'est pas forcément un sylviculteur, ou qu'on n'est pas un éleveur de moutons, mais par rapport à son propre métier, par rapport à sa famille, ses objectifs, ses stratégies, voir si ça fonctionne avec soi. Voilà ce mot important d'empathie et qui se place au-dessus de la sympathie et de l'antipathie. Bien souvent, quand vous serez dans des attitudes de réflexion avant, pendant ou après l'entretien, vous aurez des petits déclics. On va dire attention, là je vais trop loin dans la sympathie. Il faut que je revienne à l'empathie. Alors vous ne le formulerez peut-être pas comme ça, mais ça sera un petit déclic qui va se mettre en place assez régulièrement et qui vous aidera. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est très important, qui est le deuxième point, ce sont les silences. Donc, dans les silences, je vais distinguer les silences vides et les silences pleins. Donc ça paraît un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'un silence vide et qu'est-ce qu'un silence plein? Le silence vide, c'est quand on arrête l'interlocuteur dans sa pensée et dans son expression. Dans les différentes vidéos que vous avez vues jusqu'à présent, vous avez vu par exemple des bombardages de questions. Une personne qui pose une question, une autre qui en pose une autre. Une personne qui pose une question qui ne laisse pas finir la personne expliquer ce qu'elle a à dire. Il y a quelques cas
que nous avons soulignées, où on a vu que la parole s'arrêtait. On a bien eu cette fois ce qu'on appelle un silence plein, et l'interlocuteur de lui-même est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Son cerveau a continué à penser à la question que vous aviez posée, a composé sa réponse, et vous la livrez après un silence. Il nous faut du temps. Nous ne pouvons pas répondre du tac au tac à des questions qu'on ne se pose pas forcément en se levant le matin. Entraînez-vous vous-même à vous poser certaines questions. Si on vous demande le nombre de frères et sœurs que vous avez, si vous en avez 2, ça va venir spontanément. Si vous êtes issu d'une famille polygame où il y a de nombreuses épouses, il va falloir peut-être plus de temps pour réfléchir. Si on vous demande quel a été votre parcours professionnel, il va vous falloir du temps pour répondre à cette question. Pourtant, vous le connaissez bien, votre parcours professionnel, c'est votre vie. Mais il faut réfléchir, il faut le recomposer. Dire, bon, j'ai commencé comme ça, après j'ai fait ça. On réfléchit, on rajoute. Et puis, on s'arrête. Espérons que la personne qui vous pose la question ne vous met pas une question tout de suite derrière. Et vous pourrez dire éventuellement, ah, j'ai oublié entre telle période et telle période, j'ai fait ça. Ou vous pouvez approfondir quelque chose qui vous paraît important en tant qu'interlocuteur. Donc maintenant, inversez la situation, faites de l'empathie et dites-vous que l'interlocuteur peut avoir envie d'approfondir des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et ça, c'est le silence plein. Donc vous devez laisser le silence plein se dérouler. En bref, par rapport à ces 2 points, une écoute active, une écoute professionnelle, ça va être de l'empathie plus le respect des silences pleins.